6000 bottes ferrées claquent sur les pavés, créant un grondement qui fait trembler les murs des maisons. Mais ce son n'inspire plus la terreur. Il se transforme en glas funèbre pour ceux qui l'émettent. En octobre 66 de notre ère, la 12e légion Fulminata est entrée dans Jérusalem, certaine de son invincibilité. Mais quelques heures plus tard, les soldats d'élite de l'Empire qui a conquis la Méditerranée s'écraseront les uns les autres dans la panique, mourant non pas par l'épée, mais par la promiscuité et leur propre équipement. Pourquoi la machine de guerre, capable de pulvériser n'importe quelle armée en champ ouvert, s'est-elle instantanément arrêtée et brisée dès qu'elle se retrouvait dans le labyrinthe des ruelles étroites? La réponse ne réside pas dans la faiblesse de l'acier romain, mais dans une erreur géométrique fatale que les légionnaires devaient payer de leur sang. Et nous allons analyser la mécanique de cette catastrophe dès maintenant. L'histoire de l'art militaire de Rome nous apprend que la force de la Légion résidait toujours dans l'espace et l'ordre, qui disparaissaient derrière les portes de la ville. L'historien antique Polybe décrivait en détail dans ses ouvrages qu'il fallait à chaque légionnaire un espace d'environ 3 pieds carrés pour utiliser efficacement ses armes et ne pas gêner son camarade. Cet espace libre autour du combattant n'était pas une simple commodité, mais une bulle d'oxygène vitale, sans laquelle la technique complexe de l'escrime devenait inutile. La formation romaine ressemblait à un requin prédateur, mortel en océan ouvert, mais impuissant et maladroit si on le traînait dans un bassin étroit. Privé de sa capacité de manœuvre, le légionnaire se transformait d'un tueur professionnel en une cible statique, attendant un coup d'en haut. Pour comprendre cette vulnérabilité, il faut regarder comment les soldats se formaient exactement face au danger. L'unité tactique de base, composée de 8 soldats qui vivaient, mangeaient et dormaient ensemble, s'appelait le contubernium. Ce n'était pas juste un groupe de personnes, mais un organisme unique, où chacun connaissait les habitudes du voisin, comme les doigts d'une main serrée en poing. Lorsque ce point arrivait dans une ruelle étroite large de seulement 2 mètres, la formation était rompue, et les 8 frères d'armes se retrouvaient séparés par la foule ou les murs. Flavius Joseph, décrivant les combats dans les faubourgs de Jérusalem, notait que c'était précisément la rupture du lien coude à coude entre les soldats qui entraînait les premières et les plus terribles pertes. La situation était aggravée par le fait que le commandement romain ignorait depuis longtemps la spécificité de l'urbanisme, en s'appuyant sur des solutions standardisées. Les fouilles archéologiques des villes antiques du Moyen-Orient montrent que la largeur d'une rue résidentielle typique ne dépassait souvent pas l'envergure des bras d'un seul homme adulte. Tenter d'y faire passer l'infanterie lourde était comparable à essayer d'enfiler un gros câble de navire dans le chat d'une aiguille, où chaque effort ne faisait qu'emmêler davantage les fils. Dans de telles conditions, le principal atout des Romains, leur célèbre discipline, commençait à se retourner contre eux, forçant les soldats à maintenir une formation là où il aurait fallu se disperser. L'arme principale qui exigeait de l'espace et devenait un fardeau dans l'étroitesse était la lourde lance de jet. Cette arme spéciale avec une longue pointe de fer, conçue pour percer les boucliers et priver l'ennemi de sa protection, était appelée le pilum. Dans une bataille en rase campagne, une salve de pilum brisait la formation des barbares avant même le corps à corps, agissant comme un tir d'artillerie contre l'infanterie. Mais dans une ruelle, où la distance jusqu'à l'ennemi n'était que de quelques pas, et où il était impossible de prendre de l'élan à cause du dos d'un camarade, cette arme redoutable se transformait en un bâton inutile, gênant le mouvement. Les soldats, pressés de 4 côtés, commençaient à subir une privation sensorielle, ne voyant pas les signaux des commandants et n'entendant pas les ordres. Les historiens qui analysent la défaite de Gallus Asteius soulignent que la perte de contrôle dans les premières minutes du combat est devenue un facteur critique, transformant une retraite organisée en une fuite chaotique. Les cohortes se mélangeaient, les centurions perdaient leurs hommes, et la grande armée se désintégrait en des milliers d'individus isolés et effrayés. Et pendant ce temps,
Sur les toits surplombant directement la tête des légionnaires, des ombres se rassemblaient déjà, prêtes à déverser leur colère sur eux. La lourdeur, enfonçant l'homme dans la poussière brûlante de la route, se faisait sentir bien avant que la première flèche ne quitte la corde, transformant la marche des unités d'élite en une torture sophistiquée d'endurance. Les reconstructions modernes et les calculs de l'historien Peter Connolly montrent que le poids total de l'équipement d'un légionnaire du 1er siècle de notre ère dépassait souvent 40 kg, ce qui est comparable au port sur les épaules d'un adolescent adulte pendant toute la journée sous le soleil brûlant du Moyen-Orient. Cette charge colossale, destinée à faire du guerrier une unité de combat autonome sur le terrain, devenait, dans la chaleur et l'étroitesse de la ville, une ancre qui tirait toute l'armée vers le fond. Chaque pas sur le pavé inégal exigeait un effort, et la sueur, coulant dans les yeux sous le casque, irritait la peau et émoussait la tension, précisément quand elle était le plus nécessaire. La protection, qui sauvait des vies en combat ouvert, limitait traîtreusement la perception dans l'étroit piège de pierre, rendant le soldat à moitié aveugle et sourd aux dangers venant d'en haut. La célèbre cuirasse segmentée, composée de bandes de fer reliées par des lanières de cuir à l'intérieur, s'appelait la lorica segmentata. Cette brillante conception d'ingénierie reflétait parfaitement les coups d'épée et de lance lors d'un affrontement frontal. Mais ces épaulières rigides empêchaient physiquement le soldat de lever la tête et de regarder verticalement vers le haut. Le légionnaire dans une telle cuirasse ressemblait à une tortue, dont la carapace est impénétrable pour les prédateurs au sol, mais la laisse absolument sans défense face à un aigle laissant tomber une pierre de haut. C'est cette particularité structurelle de l'armure qui deviendra fatale lorsque la menace ne viendra plus de la formation ennemie devant, mais des toits plats des maisons de Jérusalem surplombant la rue. Outre l'armure, l'espace autour du soldat était dévoré par son principal protecteur, qui dans la ruelle devenait un fardeau encombrant, s'accrochant aux coins et aux murs. Ce bouclier massif rectangulaire et incurvé, assemblé à partir de plusieurs couches de bois et recouvert de cuir, s'appelait le scutum. Sa hauteur atteignait 1 mètre, et son poids oscillait autour de 10 kg, ce qui en faisait un magnifique mur portable en plaine, mais dans le labyrinthe des virages, il transformait la rotation du corps en une manœuvre complexe et lente. Les découvertes archéologiques à Doura Europos confirment que l'épaisseur du scutum au centre pouvait atteindre 1 centimètre, mais cette fiabilité entraînait le fait que le combattant tenant le bouclier perdait le côté gauche de son champ de vision et ne pouvait pas réagir rapidement aux attaques provenant des passages latéraux. La situation était aggravée par la structure logistique de la colonne romaine, qui s'étirait sur des kilomètres et ressemblait à un serpent maladroit ayant avalé une proie trop grosse. Flavius Joseph indique que l'armée de Cestius Gallus, qui approchait de Jérusalem, comptait plus de 30 000 hommes, y compris les troupes auxiliaires et un immense convoi qui transportait des provisions, des tentes et des machines de siège. Cette queue interminable de mulets, de chariots et d'esclaves s'étendant derrière les unités de combat devenait un thrombus dans les conditions urbaines, bloquant toute tentative de manœuvre ou de retraite. Si la tête de la colonne entrait en combat, la queue continuait à pousser les gens en avant sans réfléchir, créant une bousculade mortelle où les siens étaient plus dangereux que les étrangers. Un rôle particulier dans cette préparation à la catastrophe était joué par les chaussures, dont le bruit était la carte de visite de la mort imminente pour les ennemis de Rome. Mais sur les pierres de la ville, elles trahissaient leurs propriétaires. Ces lourdes sandales militaires à semelles épaisses, densément cloutées de fer pour l'adhérence au sol, s'appelaient les caligae. Sur la terre molle des champs d'Europe, elles donnaient un appui parfait pour la poussée du bouclier. Mais sur les dalles de calcaire de Jérusalem, polies par des milliers de pieds, le fer glissait comme des patins à glace. Tout mouvement brusque, toute tentative d'esquive ou de fente dans une rue pavée
menaçait d'une chute, et un légionnaire tombé avec un équipement de 40 kg pouvait difficilement se relever sans l'aide d'un camarade. La suffisance du commandement romain, s'appuyant sur la supériorité technique, a conduit à ce que l'armée entrant dans la ville soit équipée pour une bataille rangée contre une armée régulière, et non pour le nettoyage d'un labyrinthe vertical. Tite-Live notait souvent dans ses ouvrages que les Romains apprenaient de leurs erreurs. Mais le prix de ces leçons se chiffrait toujours en légions massacrées, parce que leur équipement n'était pas adapté au champ de bataille. Le fer, le cuir et le bois, qui coûtaient des sommes énormes au trésor impérial, travaillaient ce jour-là pour les insurgés, transformant chaque soldat en une cible lente. Et devant, derrière les portes de la ville, ce flux de métal brillant était déjà attendu par le premier piège, d'une tranquillité trompeuse. Le soleil était au zénith, mais lorsque l'avant-garde franchit la ligne invisible des portes de la ville, le jour se transforma instantanément en crépuscule pour eux. Les murs des maisons dans les vieux quartiers de Jérusalem étaient si proches les uns des autres qu'il ne restait qu'une étroite bande de ciel au sommet. Et cette transition brutale de la lumière aveuglante du désert aux ombres profondes du puits de pierre priva les soldats de leur vue pendant quelques secondes. Flavius Joseph, participant et témoin de ces événements, décrivait ce moment comme l'entrée dans le ventre d'une bête qui attendait patiemment que la victime s'enfonce assez loin pour refermer ses mâchoires. Les odeurs d'épices et d'immondices, stagnantes dans l'air confiné des passages étroits, frappèrent le nez, se mêlant à l'odeur de la sueur de milliers de personnes. Et cette atmosphère épaisse et suffocante pesait sur le psychisme plus lourdement que le poids de l'armure. Pour avancer dans ces capillaires de la ville, le large fleuve de la Légion fut contraint de se transformer en un filet mince et infiniment vulnérable. Cet ordre de marche, où l'armée s'étirait en une longue colonne serpentine, dépourvue de couverture latérale, s'appelait l'aguement. En terrain découvert, l'aguement n'était qu'un moyen de transport des troupes, mais ici, dans l'espace confiné, il devint la seule forme d'existence possible, qui, cependant, déchirait le corps unique de la Légion en milliers de morceaux isolés. Le légionnaire, habitué à sentir l'épaule de son camarade à droite et à gauche, ne voyait plus que la nuque de celui qui marchait devant, et un dos lui bouchant la vue, ce qui engendrait un sentiment de solitude au milieu de la foule. Les premiers signes de la catastrophe ne se manifestèrent pas par le cliquetis des épées, mais par un silence contre nature, qui planait au-dessus de la colonne, seulement brisé par le cliquetis des sandales ferrées. Les centurions expérimentés savaient que, dans une ville pleine de haine, le silence était plus effrayant que les cris, car il signifiait une embuscade organisée, et non une émeute spontanée. L'historien Tacite soulignait dans ses annales que pour le soldat romain, l'incertitude était plus angoissante que le combat ouvert. Et chaque embrasure de fenêtre sombre, chaque ouverture entr'ouverte sur le toit, se transformait dans l'imagination des combattants en la bouche d'une arme braquée. Les nerfs étaient tendus comme la corde d'un scorpion, et dans cette tension, tout bruit accidentel, une cruche tombée ou le cri d'un oiseau, pouvait provoquer une réaction en chaîne panique. Soudain, le grondement rythmique des pas s'interrompit lorsque la tête de la colonne buta sur des barricades de détritus et de rondins empilés en travers de la rue, forçant les rangs de tête à s'arrêter brusquement. Ce signal d'arrêt, transmis en chaîne vers l'arrière, arriva avec un retard fatal. Les rangs arrière, ne voyant pas l'obstacle, continuaient à pousser les rangs de tête, créant une bousculade mortelle avant même le début du combat. Dans la physique des foules, ce phénomène de compression, où les gens commencent à se blesser sous la pression de leur propre masse, est connu sous le nom
d'effet accordéon. Et dans le couloir de pierre étroit, il brisait les côtes et les os plus efficacement que les gourdins ennemis. Les gens criaient, exigeant de reculer, mais le mur vivant de milliers de corps derrière, poussé par les ordres des commandants de l'arrière-garde qui ne se doutaient de rien, les poussait implacablement vers l'avant, droit dans le piège. C'est à ce moment de chaos et de confusion, où la formation s'était brisée d'elle-même, que le premier coup s'abattit d'en haut, tel un châtiment divin. Ce n'étaient pas des flèches ou des lances, mais les débris de la guerre, de lourdes tuiles, des pierres et de l'eau bouillante, lancés par des femmes et des enfants depuis les toits plats, transformant la hauteur des bâtiments en un avantage insurmontable pour les défenseurs. Tite-Live mentionnait souvent que dans les combats de rue, la frontière entre guerriers et civils s'efface. Et pour le Romain cuirassé, un pot de charbon ardent jeté du 3e étage était aussi mortel qu'un coup de gladius dans la gorge. L'impact d'un objet lourd sur le casque d'en haut ne perçait pas le métal, mais brisait les vertèbres cervicales ou provoquait une commotion cérébrale instantanée. Et les légionnaires commençaient à tomber sans voir leur ennemi. La communication entre les parties de la colonne fut instantanément rompue, et les officiers perdirent l'outil principal de gestion du combat, le contact visuel avec les enseignes. Ce drapeau sacré de l'unité, orné de récompenses et d'images d'animaux, servant de balise pour rassembler les soldats dans le chaos de la bataille, s'appelait le signum. En campagne, le signum s'élevait au-dessus de la formation, indiquant où se trouvait le centre et où il fallait se diriger. Mais ici, à l'ombre des balcons surplombants, ces aigles d'or et ces mains d'argent étaient cachés à la vue, et les soldats, ayant perdu leur repère, se sentaient comme des chatons aveugles. Sans signal visible pour se reformer ou battre en retraite, la discipline, qui reposait sur des commandes visuelles, s'effondra, cédant la place à l'instinct animal de survie. Le vacarme des corps et des pierres qui tombaient couvrit le son des corps, et la Légion, ce mécanisme de destruction parfait, se retrouva sciée en morceaux par les murs de la ville qu'elle était venue conquérir. Et d'en haut, depuis les toits et les fenêtres, des milliers d'yeux les regardaient déjà, déterminés à transformer cette rue en la plus longue fosse commune de l'histoire de l'Empire. Et le premier véritable cri de guerre des insurgés déchira enfin le silence sinistre. Le ciel au-dessus de la tête des légionnaires disparut soudainement, masqué par un nuage dense d'objets volants, et une fraction de seconde plus tard, la rue explosa dans une cacophonie d'impacts, rappelant la grêle tambourinant sur un toit de tôle, sauf qu'au lieu de glace, c'était du fer et de la pierre qui tombaient du ciel. Flavius Joseph, dans sa Guerre des Juifs, relate ce moment avec une précision terrifiante. Les défenseurs de Jérusalem, occupant les hauteurs dominantes, déversèrent un feu si dense sur les Romains que les boucliers ne purent résister et volèrent en éclats. Ce n'était pas une bataille, mais une exécution, où le bourreau se tenait sur un balcon inaccessible, et la victime était clouée au sol par sa propre discipline. L'air se remplit du son nauséabond des os brisés et du grincement du métal, lorsque de lourdes pierres, jetées d'une hauteur de 3 mètres, défonçaient les casques en même temps que les crânes, transformant l'élite de l'armée en une masse sanglante. Dans une tentative désespérée d'échapper à la mort tombant verticalement, les commandants crièrent l'ordre d'adopter la seule formation capable d'offrir une protection quelconque. Cette célèbre manœuvre défensive, où les soldats joignaient leurs boucliers au-dessus de leur tête, créant une carapace continue ressemblant à une pose de tuiles, s'appelait la testudo. En terrain découvert, la testudo était presque invulnérable aux flèches légères. Mais dans la ruelle étroite, cette carapace de tortue devint un piège. Les soldats qui levaient leurs boucliers ouvraient leurs flancs et leur ventre aux coups provenant des portes latérales et des fenêtres du rez-de-chaussée. La doctrine tactique romaine, affûtée au fil des siècles, se heurta à la réalité de la guerre urbaine tridimensionnelle, où la menace venait de chaque point de l'espace simultanément. Dès que les Romains se furent couverts de leurs boucliers par le haut, les rebelles,
comme l'eau perçant un barrage, jaillir des ruelles latérales, s'écrasant sur les flancs non protégés de la formation. La distance de combat se réduisit à la proximité intime d'une étreinte, où la longue épée, gladius, nécessitant au moins un mouvement minimal pour une poussée, devint un morceau de fer inutile, se coinçant dans les corps des camarades. Dans cette bousculade, où il était impossible d'étendre le bras, la seule chance de survie restait l'ultime argument du légionnaire, accroché à sa ceinture sur le côté gauche. Ce large poignard à double tranchant, avec une nervure au milieu, destiné à l'achèvement ou aux besoins utilitaires, s'appelait le Pugio. Les fantassins d'élite, habitués à combattre en formation, furent contraints de manier des couteaux comme des voyous de rue, portant des coups désordonnés à l'aine et au cou des ennemis qui s'abattaient sur eux de tout leur poids corporel. Le chaos atteignit son paroxysme lorsque les insurgés commencèrent à cibler délibérément le corps des officiers, qui se distinguaient dans la foule par leurs crêtes transversales sur les casques et leurs armures argentées. Les historiens antiques, dont Tacite, notent que la perte d'un centurion dans un combat urbain équivalait à une cécité et une paralysie instantanée pour toute la centurie. L'homme qui devait prendre le commandement et maintenir la formation en cas de mort du commandant, se tenant derrière les rangs avec une longue perche pour aligner la ligne, s'appelait l'optio. Mais dans ce carnage, les optiones étaient coupés de leurs hommes par des murs de corps vivants et mouraient seuls, pressés contre les murs des maisons, incapables de transmettre le moindre ordre cohérent. La résistance organisée se désintégra en centaines de duels isolés, où l'avantage romain de l'entraînement était neutralisé par la fureur primitive de la foule. Les archéologues qui ont étudié les sites de telles escarmouches trouvent des traces indiquant que les soldats, pris de panique, jetaient ce qu'ils avaient de plus précieux, leurs lourds boucliers, pour accélérer un tant soit peu leur mouvement. Privé du scutum, le légionnaire perdait non seulement sa protection, mais aussi son identité en tant que partie d'un mécanisme unique, se transformant en un homme effrayé dans une chemise de fer. Le sang, inondant les pierres lisses du pavé, les rendit glissantes comme de la glace, et les soldats qui tombaient étaient immédiatement piétinés par leurs propres camarades, qui tentaient de reculer dans l'horreur, ne comprenant pas que le chemin de la retraite était déjà coupé. C'est à ce moment précis, où les cris des mourants couvraient les derniers signaux des trompettes, que le commandant comprit que son armée n'était pas en train d'assiéger la ville, mais d'être digérée dans son estomac. La tentative de percer se transforma en massacre. Et ce qui avait commencé comme une opération punitive devint une catastrophe sans précédent dans la mémoire des générations vivantes. La 12e Légion Fulminata, la fierté de l'Orient, cessa d'exister en tant qu'unité de combat et se transforma en une foule de fuyards. Mais la découverte la plus terrible les attendait non pas ici, dans la ruelle, mais à la sortie de la ville, où le piège devait se refermer définitivement. Le rugissement paniqué de « En arrière !» qui se propagea dans les rangs arrière transforma la retraite en une catastrophe plus terrible que le combat lui-même. Un demi-tour organisé dans l'espace étroit, où même un seul homme tombé créait un embouteillage insurmontable, était physiquement impossible. Les soldats, rendus fous par l'horreur et la claustrophobie, commencèrent à s'écraser les uns les autres, essayant de s'échapper du couloir mortel, et la discipline de fer, leur principale force, s'évapora, cédant la place à l'instinct animal de survie. Flavius Joseph décrit cette scène comme une rivière qui tourne soudainement en arrière et se submerge elle-même. Les rangs arrière, ignorant encore la déroute devant, continuaient à avancer par inertie, tandis que l'avant-garde tentait désespérément de se frayer un chemin en arrière, et ces deux vagues se heurtèrent, créant un épicentre de bousculade où non seulement les lances, mais aussi les vies humaines se brisaient. Pour survivre, les légionnaires commencèrent à se débarrasser de tout ce qui les empêchait de fuir. Les lourds boucliers et les pilums inutiles furent les premiers à tomber au sol,
transformant le pavé en un mélange glissant de bois, de fer et de sang. Puis les soldats arrachèrent leurs casques pour mieux voir et respirer, se privant volontairement de leur dernière protection. Ce processus de désarmement spontané, où le guerrier d'élite se transformait en quelques secondes en un fugitif sans défense, était le spectacle le plus terrible pour tout commandant romain. L'armée, qui avait coûté une fortune, se désintégrait littéralement, laissant derrière elle une trace d'équipement abandonné qui pour les insurgés valait plus que toute victoire militaire. Au cœur de ce chaos, entouré d'une poignée de fidèles vétérans, un homme tentait désespérément de maintenir l'ordre, portant sur ses épaules non seulement un morceau de métal, mais l'âme même et l'honneur de toute la Légion. Cet étendard principal, représentant un aigle doré aux ailes déployées, perché sur une hampe et serrant les éclairs de Jupiter dans ses serres, s'appelait l'Aquila. La perte de l'Aquila était considérée comme la plus grande honte qui puisse jamais s'abattre sur une légion, équivalente à son anéantissement total et définitif. Après quoi, l'unité était dissoute pour toujours. L'aigle n'était pas seulement un symbole, c'était une relique sacrée. Et les légionnaires étaient prêts à mourir pour la défendre. Car sa chute signifiait la colère des dieux et une malédiction éternelle. Lorsque la foule en retraite atteignit les portes de la ville, le dernier et le plus cruel coup les attendait. Les insurgés, anticipant la route de la fuite, avaient pris position sur les murs et les tours. Et dès que les Romains émergèrent des rues étroites vers l'espace relativement ouvert devant les portes, une pluie concentrée de flèches et de javelots s'abattit sur eux. Dans cette zone de destruction prévisée, l'aquilifère, qui portait l'aigle, était la cible principale. Un javelot lancé depuis la tour Antonia lui transperça le cou non protégé, et l'aigle d'or, scintillant dans les derniers rayons du soleil couchant, s'effondra dans la boue avec son gardien. Cette chute eut l'effet d'une bombe sur les Romains. Un cri d'horreur et de désespoir traversa les rangs, et même les plus résolus comprirent que la bataille était perdue, non pas tactiquement, mais spirituellement. Plusieurs centurions, criant « L'aigle !», tentèrent de se frayer un chemin vers l'étendard, mais furent immédiatement balayés par la vague des Juifs attaquants qui se ruèrent sur le trophée sacré comme des hyènes sur un lion blessé. La courte et violente mêlée pour l'Aquila se termina par l'étendard de la 12e légion Fulminata aux mains de l'ennemi. Pour Rome, ce n'était pas seulement une défaite, c'était une humiliation nationale, une gifle infligée à toute la puissance impériale. Les survivants, abandonnant toute tentative de sauver l'honneur, fuyaient maintenant pour sauver uniquement leur vie. Et leur commandant, le légat Cestius Gallus, abandonna honteusement les restes de son armée pour se sauver lui-même. Selon diverses sources, ce jour-là, Rome perdit plus de 5700 hommes, tout le convoi, les machines de siège et, le plus terrible, son invincibilité. Mais l'ombre de cette défaite ne couvrirait pas seulement la Judée. Elle atteindrait Rome même, forçant l'empereur à prendre une décision qui changerait à jamais le cours de l'histoire. La nouvelle de la honte de la 12e Légion voyagea plus vite que le vent. Et lorsqu'elle atteignit Rome, le palais impérial ne trembla pas de peur, mais d'une rage froide. Suétone écrit que la nouvelle de la perte de l'aigle provoqua dans la capitale un choc comparable seulement à la catastrophe de Teutobourg. Car l'Empire ne reposait pas sur l'amour de ses sujets, mais sur le mythe de son invincibilité, qui avait été piétiné dans la boue des ruelles de Jérusalem. Cet échec devint un tournant, où la machine de guerre romaine, tel un ordinateur géant, réécrivit son code logiciel. Si la Légion ne peut survivre dans le labyrinthe de la ville, alors la ville doit cesser d'être un labyrinthe. L'Empire répondit à l'humiliation en nommant Titus Flavius Vespasianus,
un vieux loup de guerre, qui apporta avec lui une nouvelle et terrifiante doctrine de destruction architecturale totale pour préserver la formation. Le principal instrument de cette nouvelle stratégie, destinée à remplacer le combat rapproché risqué par l'effacement à distance de la réalité, fut la lourde machine de lancement. Cette classe d'artillerie de siège, utilisant l'énergie de paquets tordus de tendons ou de cheveux pour lancer d'énormes pierres et des rondins, s'appelait la Tormenta. Si auparavant ces machines n'étaient utilisées que pour percer les portes, désormais, de retour au mur de Jérusalem en 70, le fils de Vespasien, Titus, les transforma en un instrument de terreur et d'aménagement paysager. Les Tormenta fonctionnaient comme des marteaux-piqueurs antiques d'une puissance monstrueuse, démolissant méthodiquement les étages supérieurs des bâtiments, les balcons et les abris, transformant les gorges étroites des rues en champs de ruines nivelés où la formation romaine pouvait à nouveau se déployer dans toute sa largeur. Lorsque les légions revinrent 4 ans plus tard, elles n'entrèrent plus dans la ville. Elles la rongeaient, détruisant chaque maison avant de faire un pas en avant. Les fouilles archéologiques dans le quartier juif de l'actuelle Jérusalem ont révélé une couche de cendres et de destruction de plusieurs mètres d'épaisseur, qui témoigne silencieusement de cette révolution tactique. Au lieu de tendre la tête aux pots et à l'eau bouillante, les Romains incendièrent des quartiers entiers, utilisant le vent comme allié, et le feu fit le travail que les gladies n'avaient pu accomplir. Ce n'était plus une guerre d'hommes, mais une guerre des éléments, où le génie d'ingénierie de Rome était utilisé pour créer un enfer sur terre, délogeant les défenseurs de leur tanière de pierre. Dans cette nouvelle équation de la mort, il n'y avait pas de place pour la pitié ou les erreurs du passé, et les soldats, instruits par l'expérience amère de leurs prédécesseurs, agissaient avec une cruauté mécanique. Les témoignages de Flavius Joseph sur l'assaut final du Temple brossent un tableau d'apocalypse. L'or fondait et coulait sur les marches, se mêlant à des rivières de sang, et le craquement de la pierre éclatant sous la chaleur couvrait les cris des mourants. Les légionnaires ne se sentaient plus victimes dans un piège. Ils étaient désormais les bourreaux, debout au bord d'un immense billot. Et chaque coup de leur épée n'était pas une tentative d'autodéfense, mais un acte de vengeance pour la peur qu'avaient ressentie leurs frères en 66. Le symbole de cette tragédie, et la confirmation archéologique de l'horreur de ces jours, devint ce que l'on appelle la maison brûlée, fouillée dans les années 70 du XXe siècle. À l'intérieur de cette riche demeure, appartenant à la famille sacerdotale Catros, les archéologues ont trouvé non seulement des objets domestiques calcinés, mais aussi les os du bras d'une jeune femme, agrippant convulsivement le seuil dans les derniers instants de sa vie. À côté d'elle gisait une lance romaine, et cette scène muette, figée dans le temps depuis 2000 ans, crie plus fort que n'importe quelle chronique ce qui se passe lorsqu'une machine de guerre surmonte sa faiblesse au prix de la destruction de toute vie autour d'elle. Les murs de la maison portent les traces d'un incendie d'une telle intensité que les pierres se sont désagrégées en sable, prouvant que Rome a résolu le problème des combats urbains de la manière la plus radicale, en supprimant complètement la ville de la carte. Cette histoire n'est pas seulement la chronique d'une bataille, c'est un rappel éternel de la fragilité de tout système, même le plus parfait, face à un chaos qui ne peut contrôler. Les légions romaines qui avaient conquis le monde par leur ordre se sont effondrées non pas parce qu'elles étaient faibles, mais parce qu'elles ont tenté d'imposer leurs règles du jeu là où la géométrie de l'espace travaillait contre elles. Elles ont appris la leçon, mais le prix de cette connaissance a été payé par le sang de tout un peuple et les cendres d'une grande ville. Et aujourd'hui, en regardant les conflits modernes dans les ondes urbaines denses, nous voyons les mêmes défis. Une technique impuissante dans les ruelles, et des soldats pour qui chaque coin recèle la mort. Après tout cela, alors que l'écho des sandales romaines s'estompe dans les couloirs de l'histoire, une question se pose, qui nous concerne tous personnellement. Nous avons l'habitude de nous fier à nos plans, à nos outils,
et à notre armure de statues et de technologie, croyant qu'ils nous protégeront de tout problème. Mais que se passe-t-il lorsque vous vous retrouvez dans votre propre ruelle étroite, dans une situation où les règles habituelles ne fonctionnent plus et où l'espace de manœuvre disparaît? Pourriez-vous, abandonnant le lourd bouclier de l'expérience passée, soudain devenu un fardeau, garder votre sang-froid et votre volonté lorsque le monde entier s'écroule et brûle autour de vous? Ou à l'instar de ces soldats en 66, céderiez-vous à la panique, découvrant que votre force n'était qu'une illusion qui ne fonctionne que dans des conditions idéales? La réponse à cette question, chacun doit la trouver par soi-même, car dans la vie, comme dans l'histoire, les batailles les plus terribles se déroulent là où nous sommes le plus à l'étroit.